Bonjour, en attendant de passer au bloc, on va parler des tumeurs intramédulaires de l'enfant et dans cette première partie, voir tout ce qui est épidémiologie, clinique, anapathe et les examens complémentaires. Alors, les tumeurs de l'enfant, ce sont des tumeurs rares au niveau de la moelle épinière. On va parler dans ce cours uniquement des tumeurs intramédulaires en incluant les métastases, des hémangiomes, qui sont des tumeurs vasculaires à la limite malformatives, des lipomes tumoraux, qui sont différents des lipomes dystrophiques, des dermoïdes isolés qui n'ont pas non plus de caractère dystrophique, et donc on n'inclura pas les dystrophismes, et on va également exclure les schwannomes, les méningiomes, les tumeurs de la queue de cheval, et on va donc exclure les épendymomes mixopapillaires, qui ne sont pas intramédulaires. Alors, on va voir au cours de cette énumération que l'anapathe est peut-être mise en question concernant sa valeur prédictive en particulier, puisqu'il s'agit de tumeurs rares. On a des séries qui sont courtes avec un suivi long, et entre-temps, les classifications anapathe vont changer, ce qui pose un problème pour la pérennité des bases de données. Alors, on va dans un premier temps voir l'épidémiologie de ces tumeurs. Donc, pour cette épidémiologie, on va étudier la série lilloise. Donc, j'avais revu 53 cas qui avaient été traités sur 30 ans. Donc, c'est une tumeur quand même très rare. Ça représente 3,83% des tumeurs opérées en neurochirurgie. Et l'âge moyen était de 8,6 ans. On voit qu'elles sont réparties tout au long de l'enfance, qu'il y en a même dans la première année de vie, hein, c'est pas négligeable, et avec une prédominance vers l'adolescence, mais on voit que, comme par hasard, à l'année des 13 ans, il n'y avait aucun patient. Et puis, ça, c'était un peu une surprise de voir qu'il y avait à peu près 2 fois plus de garçons que de filles qui étaient atteints de ces tumeurs. Et puis, il y a également des syndromes de prédisposition tumorale qu'on va rencontrer dans un nombre non négligeable, 6 patients dans la série. Alors, ces syndromes de prédisposition tumorale, ça concerne bien sûr les tumeurs gliales avec les astrocytomes de bas grade qui sont rencontrés dans la NF1, les amartomes de la moelle épinière qu'on rencontre également dans la NF1, mais pas toujours, les épendymomes qui sont quand même assez souvent en rapport avec la NF2, les hémangioblastomes qui sont pratiquement rencontrés uniquement dans la maladie de Van Hippel-Lindau, et puis des pseudotumeurs, donc dans les lipomes qui peuvent se rencontrer dans le syndrome de Solomon qui a été rebaptisé Clove syndrome, enfin il y a un remembrement de ces syndromes de prédisposition lésionnelle, et des cavernomes médulaires qui ne se rencontrent à ma connaissance que dans la cavernomatose familiale. Alors, le diagnostic anapathe, vous voyez sur le camembert de droite qu'il y a une très grande diversité qui est très largement prédominée par les gliomes de bas grade et suivi des épendymomes. Malgré tout, ça reste des tumeurs rares, mais vous voyez, astrocytome de bas grade et épendymome, ça représente quasiment 2 tiers de ces tumeurs médulaires. Et puis, comme je le disais, la classification anapathe qui n'arrête pas de changer, ce qui est un progrès, bien sûr, mais qui pose un problème pour la pérennité de ces tumeurs, de ces bases de données concernant des tumeurs rares et qui ont en plus un suivi très prolongé. Alors, la répartition par âge, elle ne nous apprend pas grand-chose, sauf qu'on voit en bleu ciel que des gliomes de bas grade, il y en a finalement à tous les âges, ça commence dès 2 ans, que les épendymomes, c'est également réparti un peu dans tous les âges. Et puis, on voit que la première année de vie, on a des lipomes, on a des hémangiomes, on a plutôt des tumeurs malformatives, amartomes et granulomes. Donc, on a plutôt des tumeurs à la limite des malformations. Les tumeurs gliales, donc comme je vous l'ai dit, c'est le premier groupe tumoral. Donc on a les gliomes de type circonscrit qu'on appellerait pilocytiques, sauf que opératoirement, c'est pas forcément aussi circonscrit que ça peut sembler sous le microscope de l'anatomopathologiste. On a un sexe ratio qui est à peu près bien réparti. On a parfois des fusions de Ki à BRAF qui nous orientent vers un traitement ciblé. Donc, même pour ces tumeurs qui sont censées être circonscrites, on ne va pas forcément chercher à tout enlever si macroscopiquement, ce n'est pas circonscrit que ça. Et puis, on peut avoir des mauvaises surprises, comme cette tumeur qui avait été étiquetée pilocytique, qui avait en fait une mutation H3K27M, c'est un cas qui avait été publié par Pierre Leblond et qui avait récidivé sur un mode malin et qui a assez rapidement tué la patiente. On a ensuite des astrocytomes diffus, donc ça correspond plus à la réalité macroscopique opératoire. On a des amartomes, donc évidemment, chez ces patients-là, on ne va pas forcément chercher à retirer tout. Et puis, on a d'autres types de tumeurs. On a des tumeurs de haut grade, hein, des oligoastrograde 3, qui sont de très mauvais pronostics, et une nouvelle entité qui s'appelle les RGNT, les Rosette Forming Glioneuronal Tumors, qui sont métastatiques, qu'on appelait auparavant probablement des gliomatoses méningées. Et donc, dans ces tumeurs malignes, on n'avait que des garçons.
Les épendymomes, maintenant, donc c'est le deuxième groupe, qui sont quand même des tumeurs rares, hein, de 10 cas sur 30 ans. Donc, c'est un épendymome de grade 2. Donc, c'est différent de l'épendymome de la queue de cheval, qui est un type mixopapillaire, qui n'est pas lié en principe à la NF2. La biologie moléculaire est différente au niveau médulaire et au niveau intracrânien, donc ce sont des tumeurs qui sont également différentes des épendymomes intracrâniens, et c'est des tumeurs qui sont beaucoup plus fréquentes chez l'adulte. Là, sur les 10 patients, c'était que des garçons, et 2 sur 10, c'était des NF2. Et donc, ces tumeurs, elles sont intéressantes sur le plan chirurgical parce qu'elles ont tendance à être plus souvent clivables, et ce qui permet d'espérer une exérèse complète. Les tumeurs vasculaires, donc je vous ai parlé des hémangioblastomes dans le von Hippel-Lindau. Alors, il y a deux formes. En fait, il y a la forme asymptomatique découverte dans le cadre d'un dépistage, hein, d'une forme familiale, et puis des hémangioblastomes révélateurs, on va en parler dans un instant, donc des grosses tumeurs, souvent multiples. Après, les cavernomes, moi, je n'ai pas l'expérience d'un cavernome intramédulaire opéré, mais ça se rencontre essentiellement dans la cavernomatose. Et puis, il y a d'autres types de tumeurs. Ça, c'est un cas de granulome pyogénique qui a été révélé par hydrocéphalie, une petite tumeur pourtant qui n'obstruait pas le canal spinal. Et puis, un hémangiome capillaire qui a été découvert lors de l'intervention chez un bébé qui avait en fait une diastématomyélie. Rétrospectivement, sur l'IRM à la naissance, il y avait des prises de contraste un peu bizarres qu'on avait du mal à interpréter. Et en fait, ça s'était développé quand même très rapidement sous forme d'une tumeur intramédulaire. Le diagnostic. Donc, le diagnostic, il va être basé sur la clinique avec un délai diagnostique qui est souvent quand même assez prolongé, de 13,7 mois. Donc, c'est des patients qui souffrent pendant longtemps parce que, comme on le voit, les principaux symptômes, ce sont des douleurs, des signes neurologiques et des déformations de la colonne. Donc, bien sûr, il peut y avoir des hydrocéphalies, comme je l'ai dit, des trous sphinctériens, des douleurs projetées, signes du tronc cérébral, et puis quelques patients qui étaient asymptomatiques, découverts dans le cadre d'un dépistage, notamment dans le von Hippel-Lindau. Mais globalement, signes neurologiques, déformation spinale et douleurs rachidiennes, c'est quand même assez stéréotypé. Donc les signes rachidiens, ce sont des douleurs ou des raideurs rachidiennes, c'est un peu la même valeur sémiologique, des troubles de la statique rachidienne avec une scoliose. Donc la scoliose, elle est suspecte d'être en rapport avec une lésion neurologique quand elle est évolutive, douloureuse, avec une convexité gauche, et chez un garçon. Et souvent, le diagnostic, il est rétrospectif sur la radio standard, où on voit qu'en fait, il y avait un élargissement du canal spinal qui était passé inaperçu. Et puis, dans certains cas, ça peut être un torticolis. Donc, cette petite fille, en fait, elle avait un torticolis, mais on note qu'il n'était pas rotatoire. C'était une inclinaison latérale. Et donc, il faut se méfier quand on a un torticolis non rotatoire. Et puis, bien sûr, ces signes rachidiens, ils vont conduire à des consultations d'ostéopathie, comme un petit garçon dont le papa était ostéopathe et qui a mis un certain temps à être diagnostiqué avec du retard. Donc, on voit ici cette petite fille qui tourne en bloc son tronc pour aller chercher son doudou, et elle n'arrive pas du tout à tourner la tête, elle est totalement bloquée. Donc la raideur, c'est vraiment un équivalent clinique de la douleur. On a d'autres signes neurologiques. Vous voyez ce petit garçon qui a son bras qui fend, on dirait un plexus brachial néonatal. Et comme dans le plexus brachial, on peut voir un signe de Claude Bernard Horner. On voit qu'il y a un ptosis, il y a un myosite du côté gauche. Il y a des déficits neurologiques, donc avec un transfert de latéralité, une amyotrophie, comme on voit en bas à gauche, et puis des troubles sphinctériens. Donc, il faut vérifier si l'enfant évite bien sa vessie. Hein, si on ne met pas une inhalation vésicale, c'est zéro à la copie. Et puis, la constipation, elle peut être due soit à un problème sphinctérien, soit plus souvent à des douleurs rachidiennes. C'est des enfants qui sont incapables de pousser parce que ça fait trop mal. Donc ici, on a un enfant qui marche comme il peut, avec une hypotonie, une ataxie cordonale. Il y a une amyotrophie également. Donc c'est un trouble de la marche qui peut être un petit peu difficile à caractériser, comme vous le voyez. Et puis les réflexes, c'est très important de voir notamment, vous voyez, il n'y a pas de réflexe supérieur, il y a un réflexe supérieur, mais pas les autres réflexes cutanés abdominaux, il n'y en a qu'un seul. Ici, vous voyez qu'on a une diffusion du réflexe du grand pectoral avec une flexion du biceps. Et puis ici, vous voyez on n'a pas de bicipital, par contre, on a une pronation, donc c'est un réflexe qui est à la fois aboli et diffusé. Donc ça, c'est assez caractéristique des atteintes médulaires cervicales. Donc les variantes cliniques, on peut avoir un début aigu en cas d'hémorragie intramédulaire, de syringomyélie, de métastase. Le diagnostic différentiel, ça va être avec le Guillain-Barré qui va conduire à faire une PL, donc qui vaut mieux éviter quand il y a une tumeur. Et puis il y a les formes chroniques devant des problèmes rachidiens, j'ai parlé de l'ostéopathie. Il y a l'hydrocéphalie qui peut être un mode de révélation. Donc, quand on a une hydrocéphalie communicante dont on
connaît pas l'étiologie à l'évidence, il faut faire une IRM crânio-spinale. Il ne faut pas prendre de retard diagnostique. Et puis, il y a la forme asymptomatique en cas de phacomatose ou de métastase d'un bilan. Ça, c'est un enfant qui avait une scoliose douloureuse, puis un déficit des membres inférieurs droit, et qui a eu une ponction lombaire qui aurait mieux valu éviter. Donc, les diagnostics différentiels, ça peut être par excès, on peut prendre pour une tumeur ce qui est en fait une myélite, comme ici. Ce qui est assez caractéristique, c'est que l'image est discrète alors que les symptômes sont très bruyants, donc il y a un contraste. C'est l'inverse des tumeurs qui sont souvent très volumineuses avec une clinique qui est assez faible au plan neurologique. On peut voir des ognies, c'est une ENF1 avec un ognie intramédulaire. Et puis, il y a des lésions chirurgicales qui peuvent être prises pour des tumeurs, comme ici, une fistule dermique avec un kyste dermoïde intraspinal. Ici, un ampième sous-dural sur une fistule, vous voyez, qui est complètement raide en lordose. Et puis, des diagnostics ici, c'était une instabilité traumatique avec une lésion bulbomédulaire qui était prise pour une tumeur initialement. Et puis, à l'inverse, ça peut être un diagnostic par défaut. Ici, on a un Guillain-Barré qui a été pris pour une tumeur. Ici, on a une syringomyélie avec un chiari, et puis mais la syringomyélie sans chiari, il faut penser qu'il peut y avoir une tumeur dessous, donc il faut que l'IRM soit injecté. Et puis j'ai parlé des hydrocéphalies communicantes qui peuvent révéler une tumeur donc qui peut être négligée si on ne fait pas un bilan complet. Donc les différents types tumoraux, on va voir assez rapidement en vue. Donc l'astrocytome pilocytique, c'est un exemple d'un garçon de 3 ans qui avait des douleurs depuis 14 mois, depuis tout petit quand même, hein. Un centre pyramidal à gauche. On a fait une exérèse qui était subtotale. Il y a eu une progression tumorale à 18 mois de l'intervention. Il y avait un transcrit qui avait RAF, donc possibilité d'une chimiothérapie qu'on n'a pas faite d'emblée puisqu'on avait fait une exérèse. Mais malgré tout, c'est une tumeur qui est très chirurgicale. Ici, latéralisée du côté gauche, donc un peu plus compliqué à aller enlever. L'astrocytome diffus, là, c'est un autre enfant de 3 ans qui avait donc des symptômes rachidiens, des troubles de la marche. C'est lui qui a été pris en charge par son ostéopathe de père. À l'intervention, c'était une tumeur qui était très diffuse, donc il y a eu une résection partielle suivie de chimiothérapie avec un bon résultat clinique et radiologique. Ici, c'est un enfant qui avait un amartome qui était suivi depuis l'âge de 4 ans pour une scoliose gauche. Donc, scoliose gauche chez un garçon, ça aurait pu éveiller l'attention. Et puis, on lui a trouvé des signes pyramidaux. Il a eu une intervention biopsique et il n'a pas été traité parce qu'il n'y avait pas besoin. Quelques minutes. Dans la NF1, on peut voir une grosse moelle dans le cadre d'un bilan de neuroradiologique pour un gliome des voies optiques ici, et puis apparition secondaire de troubles de la marche. On avait fait une biopsie large, c'était une tumeur inextirpable, on s'était contenté d'une biopsie d'une plastie d'agrandissement ostéodurale. Ici, c'est une RGNT, donc un enfant de 7 ans qui avait été opéré d'un strabisme qui était probablement lié à sa RGNT. Ici, on avait fait une intervention essentiellement biopsique et puis une chimiothérapie. Ici, un épendymome qui a été opéré de façon préventive dans le cadre d'une ENF2. C'était une tumeur qui était déjà volumineuse, qui a été enlevée et qui n'a pas nécessité de traitement complémentaire. Ici, une métastase d'un méduloblastome connu, donc c'était un mode de récidive tumorale à distance qui a justifié une intervention dans un but d'anapathe et de biologie moléculaire pour un traitement ciblé. C'est une tumeur qui ne se présente pas bien sur le plan chirurgical, c'est très adhérent au plan, à la pimaire et au plan soupial. Ici, c'était l'hémangioblastome que j'ai montré tout à l'heure, avec une très grosse tumeur découverte, qui était le mode de révélation d'une maladie de Van Hippel-Lindau. Elle avait d'autres localisations. Et donc, elle a été opérée dans un premier temps, cette très grosse tumeur, qui finalement n'était pas si compliquée à enlever. Il y a eu une autre tumeur cervicale opérée dans un deuxième temps, puis Gamma Knife sur ces lésions du cervelet. Ici, c'est le granulome pyogénique dont j'ai parlé tout à l'heure, révélé par une hydrocéphalie. Ici, un hémangiome capillaire survenu à 5 mois, hein, donc avec également une hydrocéphalie. Cette tumeur qui a été enlevée et le patient avait été évalué. Et ici, un lipome non dystrophique avec également un autre lipome sous-cutané. Donc, il n'y a pas de lien entre ce lipome lombosacré sous-cutané et ce lipome thoracique et l'autre localisation cervico-thoracique. Et là aussi, on fait qu'une résection partielle, une intervention décompressive parce qu'il n'y a pas de plan de clivage avec la moelle. Ici, un kyste dermoïde non dystrophique. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il a pu avoir une inoculation par une ponction lombaire qui aurait mis en place, qui aurait inoculé
un fragment d'épiderme, toujours-il que c'est chirurgical et ça s'enlève facilement. Donc, en conclusion, on voit qu'il y a une grande diversité de lésions. Le plus souvent, ce sont des lésions de bas grade chez l'enfant, fort heureusement. Le diagnostic est souvent tardif parce que le diagnostic est souvent pas facile. L'imagerie est importante parce qu'elle nous donne le diagnostic, mais elle est parfois trompeuse. Donc, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez voir d'autres vidéos en ligne sur YouTube et en particulier la deuxième partie de ce cours qui ne va pas tarder à être mise en œuvre. Voilà, je vous remercie de votre attention.